Merci d'être au rendez-vous d'Économie Le Max sur i24 News. Au programme aujourd'hui, c'était bien la semaine de tous les dangers pour les bourses mondiales. Shanghai a tout de même repris son souffle ce jeudi après 5 séances désastreuses. Le rebond spectaculaire hier de Wall Street n'y est pas étranger. Une question aujourd'hui, l'économie mondiale est-elle devenue trop dépendante de l'empire du milieu? Franck Khalifa et Ben Amoyal en débattront. Et puis 20 kilos de nourriture à la poubelle chaque année par Français. Le gouvernement veut agir. Ségolène Royal tente de mettre la pression sur les distributeurs. Mais certaines associations, vous le verrez, n'ont pas attendu la ministre de l'écologie et ont déjà conclu des accords avec les grandes surfaces. On voit tout cela de près tout à l'heure. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. On fait le point avant cela sur l'actu éco. Tour du monde qui débute en France aujourd'hui avec un chiffre à première vue encourageant. La baisse d'après Pôle emploi du nombre de chômeurs sans aucune activité. Moins 0,1% en juillet sur un mois. Un recul inédit en 6 mois qui cache toutefois une tendance globale bien encore mauvaise puisque toutes catégories confondues, la hausse s'est poursuivie plus 0,3%. En parallèle, les enquêtes de conjoncture publiées ce matin par l'INSEE montrent que la stagnation de l'économie au deuxième trimestre n'était que passagère pour l'Hexagone. De quoi conforter la prévision de croissance du gouvernement à 1% pour 2015. Elle a été de 0,7% au premier semestre et sera donc au moins à 1%, voire un peu plus pour l'année 2015. L'an prochain, nous devrions atteindre les 1,5%. C'est encourageant, mais c'est encore insuffisant pour faire baisser le chômage, même si les chiffres qui viennent d'être publiés ce soir vont dans le bon sens. Nous devons donc persévérer. Voilà, et sachez aussi que l'indice du climat des affaires est à son plus haut en France depuis 4 ans. Autre signal positif, cette fois pour l'ensemble de l'Europe, les crédits accordés aux ménages et aux entreprises, ils ont progressé de 1% sur un an au mois de juillet en zone euro. C'est une nette accélération, un redressement du crédit attendu de longue date par la BCE, alors que la faiblesse du crédit était jusqu'ici l'un des principaux freins à la reprise dans la zone. Un détour par la Russie où Abdel Fattah al-Sisi effectue sa 3e visite. Le président égyptien a été reçu, vous le voyez hier, à Moscou par son homologue Vladimir Poutine. Au menu des entretiens, outre la coopération sécuritaire, les liens commerciaux avec des volumes d'échanges qui ont bondi de 86% l'an dernier. Pour le Kremlin, le Caire a su profiter des tensions entre l'Europe et Moscou. L'Égypte est ainsi devenue notamment le plus gros consommateur de céréales russes et les projets ne manquent pas. Parmi les mesures concrètes, la création éventuelle d'une zone de libre-échange entre l'Égypte et l'Union économique eurasienne constituerait une impulsion supplémentaire à nos économies. Un autre grand projet est la construction en Égypte d'une centrale nucléaire basée sur les technologies russes. Cap sur l'Amérique du Sud avec une situation devenue difficile pour les Colombiens vivant à la frontière avec le Venezuela. Frontière fermée depuis que Nicolás Maduro, président vénézuélien, a décidé de renforcer la lutte contre le crime organisé. Les riverains colombiens n'ont donc plus accès à l'essence vénézuélienne la moins chère au monde, ni aux tarifs spéciaux des contrebandiers. De quoi saturer l'offre des stations-service colombiennes prises désormais d'assaut. Malheureusement, nous nous sommes habitués à la contrebande d'essence et au prix vénézuélien. Il n'y a que dans ce genre de situation que nous avons recours aux pompes à essence de notre pays. Ici, on propose des prix plus bas que le tarif en vigueur dans le reste de la Colombie, car le gouvernement nous aide. Mais dans ces moments de chaos, nous sommes trop petits, nous ne pouvons pas fournir toute la ville. Voilà, et puis en Israël, du mouvement sur le marché des opérateurs de téléphonie mobile. Cellcom annonce étudier la possibilité d'acquérir son concurrent à bas prix, Golan, qui serait lui en quête de repreneur. Le début peut-être d'une consolidation du secteur, affaire à suivre. Et une fois de plus, on se penche sur le cas des marchés boursiers. Un mot d'ordre aujourd'hui, apaisement, qui est venu, il faut le dire, d'Amérique et de la Fed. En réalité, la Banque centrale des États-Unis ne devrait pas finalement relever ses taux en septembre en raison des ennuis de la Chine. Du coup, Wall Street se rassure et rebondit aussitôt de 4%, entraînant dans son sillage l'Asie ce matin, dont Shanghai et l'Europe dans la journée. Anthony Lesme. L'économie américaine au secours des bourses mondiales. Hier, le Dow Jones gagnait près de 4% après un repli continu depuis 6 jours. Un record puisqu'une telle hausse n'est pas arrivée depuis 2008. Rassuré par la nette progression des commandes de biens durables, Wall Street a très bien accueilli les déclarations de la Banque centrale américaine. De mon point de vue, à l'heure actuelle, la décision d'entamer le processus de normalisation des taux à la réunion de septembre semble moins évidente qu'elle ne l'était il y a quelques semaines.
En d'autres mots, l'économie américaine va bien, les investissements sont au rendez-vous, donc pas de panique. Dans le sillon de New York, Shanghai gagnait 5,34% à la clôture. Sydney, Tokyo, Séoul rebondissaient aussi. Une reprise ou bien une accalmie avant un nouvel ouragan? Le marché boursier chinois est encore dans une période de faiblesse. Je ne vais pas investir dans ce secteur à moins qu'il ne devienne un marché fort. Les places chinoises ont beaucoup trop chuté mais n'ont pour l'heure que faiblement rebondi. Et le système n'est pas encore assez normalisé. L'indice de Shanghai vient de perdre 40% en 2 mois, après un bond de 150% en 1 an. Une correction après une trop forte dérégulation du marché. Mais la baisse pourrait se prolonger dans un contexte de croissance menacée. Le gouvernement a multiplié les dévaluations, a baissé ses taux d'intérêt et contrôle les introductions en bourse. Pékin fait tout pour limiter la casse. On a l'impression que la boîte à outils commence à se vider un petit peu et qu'effectivement l'économie ne répond pas, donc répond insuffisamment aux stimuli qui ont été mis en place par les autorités. La Chine fait face à une crise de maturité. Pékin cherche un rééquilibrage vers un modèle de croissance moins flamboyant mais plus durable. Objectif ? Muscler sa consommation intérieure, favoriser l'essor des services et promouvoir une montée en gamme industrielle. Des changements qui pressent et difficiles à réaliser pour un pays de près d'1,5 milliard d'habitants. Voilà, le monde entier suspendu aux évolutions du modèle chinois. Alors justement, la dépendance est-elle devenue excessive? On va le voir avec 2 invités qu'on accueille. Dr Franck Khalifa, bonjour. Bonjour David. Professeur d'économie hors classe, et Ben Amoyal. Bienvenue Ben, gérant de portefeuille Premia Capital. Alors messieurs, il faut le reconnaître, beaucoup de monde s'attendait quand même à cette crise pour fin août. Il y avait eu la Grèce, il y avait eu Shanghai aussi en juillet. La perspective aussi du relèvement des taux de la Fed. Là, c'est vraiment la Chine qui apparaît comme le centre de gravité de la planète entière financière. Oui, la Chine, comme je l'avais pu l'expliquer il y a quelque temps, était le leader en matière commerciale, premier exportateur mondial, et le ralentissement dû justement aux mauvais chiffres économiques a eu des conséquences néfastes sur le reste de l'économie. Les attentes sont trop fortes peut-être par rapport à la Chine? Oui, on a placé beaucoup d'espoir dans la Chine, bien que je pense que ce soit un peu exagéré, parce que passer d'une croissance de 7 à 6%, même si c'est 1%, c'est énorme. Je ne pense pas que ça justifie la baisse qu'il y a eu ces derniers temps sur les marchés et les inquiétudes qui ont été mises en place par les différents gouvernements, etc. Ouais, la Chine, c'est quand même 13% du PIB mondial, les États-Unis, 22%. Comment on en est arrivé là à cette dépendance? C'est une volonté chinoise, forcément, mais c'est aussi l'Occident qui a laissé se mettre en place un petit peu cette dépendance. Tous les économistes sont d'accord pour dire aujourd'hui qu'il y a eu un crack et qu'il y a eu une bulle. Donc avant, s'il y a une bulle, ça veut dire qu'il y a eu effectivement... Vous savez, en quelques années, j'ai lu quelques mois, je crois, il y a eu plus de 40 millions de comptes boursiers qui ont été créés en Chine, ce qui peut pas être ridicule par rapport à la population. Mais c'est pour dire qu'il y a eu une spéculation intensive. Ah oui, une explosion. Ouais. Le fait aussi que les troubles ont lieu maintenant en fin d'été, avec un faible volume d'échange, ça joue aussi. Ouais, ça a peut-être amplifié ce sentiment de crise. Moi, c'est mon sentiment, c'est le sentiment que j'ai, c'est qu'on arrive à une fin de période où tous les mouvements, qu'ils soient à la hausse ou à la baisse, sont exacerbés. D'ailleurs, vous n'avez qu'à regarder l'amplitude des marchés et les niveaux des volatilités. Vous avez un marché qui peut commencer à... Il y a eu une séance noire lundi avec un -8 sur le Nasdaq pour terminer à -2 ou -3. Arriver à -0,4 en séance, et c'est des mouvements qui sont amplifiés parce qu'il n'y a personne sur le marché. Vous pensez qu'on est parti pour une longue convalescence, ça prendrait du temps avant un redressement durable, on va dire? Non, moi je pense pas, je pense que ça va être assez rapide parce que tout le monde est en train de prendre conscience qu'après la Grèce, maintenant c'est la Chine, et personne n'a envie, parce qu'il y a des échéances électorales qui approchent, de laisser les choses pourrir, donc on va arriver avec des interventions de la Chine, ça a commencé. Moi je parie sur une non-augmentation des taux aux États-Unis en septembre ni en décembre. Donc assez optimiste pour les bourses, c'est votre avis aussi, Dr Franck Khalifa? Non, c'est pas du tout mon avis, mais c'est normal. Mon collègue est un financier, moi je suis plutôt un économiste, donc je m'intéresse surtout à l'aspect économique. Il faut savoir qu'aujourd'hui c'est l'investissement mondial qui est touché. On voit par-ci, par-là des grands groupes, par exemple même en France, comme le groupe Pernod Ricard, qui trinquent de ce qui se passe justement. Donc moi ce qui m'inquiète, c'est cette classe moyenne chinoise qui a trinqué. Ouais, donc vous pensez que c'est ça, en fait, il faudra jouer sur les outils pour sortir la Chine de ce marasme un petit peu. Ah oui, de toute façon, dès qu'on avait annoncé cette dévaluation, moi je suis vraiment farouchement opposé, je dis à tous mes étudiants, à ces dévaluations compétitives, et certains me parlent déjà, et moi je l'avais déjà pensé. Et pourtant, quand on passe en vue un petit peu les mesures adoptées par la Chine pour tenter de se relancer, que ce soit budgétaire, monétaire, fiscal, on voit que ça ne marche pas, c'est vraiment grave quand même. C'est pas que ça ne marche pas, c'est que ça va prendre un peu d'effet avant que ça marche, c'est ça le truc, c'est que tout le monde s'attend à ce qu'il y ait un effet immédiat, à ce qu'on appuie sur un bouton et
ça marche. Quand vous avez, comme le disait Franck, une dévaluation de la monnaie du yuan, avant que ça se répercute sur la croissance, ça prend quand même déjà un peu de temps. On parle aussi d'une baisse des taux et d'une injection de capitaux aussi dans l'économie chinoise. C'est des décisions qui prennent du temps à se réaliser dans l'économie. Donc une transition du modèle économique qui est assez laborieuse. On va la faire à l'envers un petit peu maintenant, si vous voulez bien. Est-ce que c'est pas la Chine qui est finalement devenue elle aussi trop dépendante au reste de l'économie mondiale, qui est, on le sait, encore en phase de crise, en tout cas en phase de stagnation au niveau de la croissance? Mais la Chine, c'est pas un modèle qui est un modèle solide au sens libéral du terme. On a une population qui est présente, on a une consommation intérieure qui porte tout cela, mais on voit bien que l'investissement, dès qu'il y a un ralentissement, on pâtit énormément. Donc oui et non, je veux dire, la Chine... Ça va pas fort depuis 2008 quand même. Oui. Ça joue aussi forcément sur l'exportation chinoise qui était le moteur de la croissance chinoise jusqu'à présent. Oui, bien sûr, mais encore une fois, la croissance chinoise, pour moi, elle n'est pas arrêtée. Passer de 7 à 6%, il faut qu'il y ait un moment une transition. On regardait les salaires aussi. Vous savez qu'un ingénieur chinois est payé quasiment autant qu'un ingénieur en Europe. Donc tout ça, bien sûr, il va y avoir des transitions qui vont arriver. Et je ne pense pas que ce soit catastrophique que la Chine passe d'une économie avec une croissance à 7% à 6%, parce que ça doit se faire en douceur. Ouais, on verra aussi l'impact peut-être sur l'économie réelle. Ce sera un autre débat sans doute. Merci beaucoup à tous d'être venus sur ce plateau. On va se rendre à présent en France avec un gouvernement qui déclare la guerre au gaspillage alimentaire. Entre 12 et 20 milliards de coûts chaque année. Les coupables sont connus, la grande distribution, la restauration et surtout les ménages, 40% du gâchis. Pourtant, ce sont les grandes surfaces qui sont dans le collimateur de la ministre de l'écologie, Ségolène Royal, malgré une vraie coopération, vous allez le voir, avec certaines associations, comme nous le montre Johanna Citruc. Ces camions ne sont pas là pour livrer des marchandises. Ils les récupèrent. À l'arrière de ce supermarché, ils viennent plusieurs fois par jour pour s'approvisionner. Des produits en tout genre afin de les redistribuer aux familles dans le besoin. Quand on récupère les produits, ce qu'on va vérifier en amont avant de partir à l'association, c'est bien évidemment la date de péremption, bonne encore à la consommation, l'état du produit, et on va le mettre dans les camions réfrigérés jusqu'à l'association. Quotidiennement, une équipe sillonne les rayons du supermarché à la recherche de produits susceptibles d'être offerts. Les marchandises proches de la date de péremption ou dont l'emballage est abîmé. Objectif, donner plutôt que de jeter. En France, le gaspillage alimentaire coûterait entre 12 et 20 milliards d'euros chaque année. Au niveau de Carrefour, l'année dernière, on a donné l'équivalent de 77 millions de repas, ce qui est vraiment un chiffre très significatif, à 800 associations locales. Donc aujourd'hui, 100% en fait, de nos magasins, qu'ils soient hypermarchés ou supermarchés, ont contractualisé avec des associations locales pour pouvoir justement donner aux associations de l'aide alimentaire. Depuis 3 ans, l'enseigne a intensifié sa lutte contre le gaspillage alimentaire. En plus des dons aux associations, le personnel a été formé aux bonnes pratiques. Des promotions sont mises en place lorsque les produits risquent d'être perdus et les invendus sont transformés et donc réutilisés. Sur ce magasin parisien, plus de 50 tonnes de nourriture sont recyclées chaque année. Vous voyez par exemple ces croissants aux amandes, en fait ce sont des croissants de la veille que nous n'avons pas vendus et que nous avons réutilisés pour en faire des croissants aux amandes. En fait c'est vraiment une pratique traditionnelle en boulangerie. Voilà, pour ne pas gaspiller les croissants, on les revend en croissants aux amandes. C'est délicieux et c'est une mesure de lutte contre le gaspillage. Aujourd'hui, la grande distribution est responsable d'environ 10% du gaspillage alimentaire en France. Pour la restauration, c'est plus ou moins 15%. Loin derrière les ménages, pour qui ce chiffre grimpe à près de 40%. Chaque année, plus de 20 kilos de nourriture par personne finirait à la poubelle. Et c'est bien dommage. On passe tout de suite au Media Watch. Et on continue sur le gaspillage alimentaire avec vous, Johanna Citruc. Bonjour. Alors, c'est un thème qui semble inspirer les startups. Oui, il y a déjà quelques semaines, le quotidien Le Figaro s'y intéressait. Il y a par exemple la société belge Foodwheel. Il s'agit d'une plateforme internet sur laquelle les producteurs et les distributeurs peuvent proposer à des associations leurs produits invendables. Il y a encore Takeaway, la société qui propose des boîtes en carton un petit peu améliorées au restaurant pour que les clients puissent emporter avec eux les plats qu'ils n'ont pas terminés
Il y a aussi Leftover Swap et il s'agit d'une application qui permet aux utilisateurs d'offrir leur reste ou d'en récupérer. Ça fonctionne bien entre voisins notamment. Et dernière initiative, c'est celle des étudiants d'une école de gastronomie. C'est un food truck qui confectionne des petits plats avec les invendus de la grande distribution. Beaucoup d'idées et c'est tant mieux. Et puis encore, Johanna, de l'alimentation, en fait de la restauration. On est passé à 2 doigts d'un partenariat entre McDonald's et Burger King. Effectivement, mercredi sur les réseaux sociaux, Burger King a fait une proposition un petit peu particulière à son grand rival McDonald's, celle d'enterrer l'âge de guerre pendant 24 heures le 21 septembre prochain à l'occasion de la Journée internationale de la paix. Comment? En mettant en place un restaurant éphémère associant les 2 fast-food dans la ville d'Atlanta aux États-Unis. Autrement dit, à mi-chemin entre les sièges sociaux des 2 compagnies. On n'est donc pas passé loin de la naissance d'un McWhopper, mais en fin de journée, McDonald's décline la proposition avec une réponse d'ailleurs un petit peu sèche sur Facebook. Je cite: la prochaine fois, un simple coup de téléphone suffira. Un refus qui ne décourage pas Burger King, qui se dit convaincu qu'un partenariat pourrait être bénéfique pour les 2 géants de la restauration rapide. On veut bien y croire. Merci beaucoup, Johanna, et à très bientôt. À bientôt. Voilà, fin de cette édition. Merci à vous d'avoir été avec nous. Économie Le Mag revient très vite sur i24 News. La suite de vos programmes et de l'info, c'est dans un instant. Restez avec nous.